tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture car j'ai un petit peu avancé sur mes lectures d'avril. Je reprends un rythme un petit peu plus soutenu comme avant et puis c'est tant mieux. Ça m'a permis déjà de lire un livre que j'avais commencé l'année dernière, que j'avais mis sur pause parce que c'était pas le bon moment pour le lire. Je l'ai repris en cours de route, donc j'ai pas relu le début, mais ça ne m'a pas dérangé car je me rappelle à peu près tout ce qui se passait. Il s'agit du Parfum, donc l'œuvre mondialement connue de Patrick Süskind. J'ai trouvé cette édition, je crois, dans un vide-grenier ou sur Momox, je sais plus. Elle est assez ancienne, comme vous pouvez le voir, mais c'est un grand format, donc D'ailleurs, c'est très très ancien parce que c'était en franc. C'était assez aéré, avec des grosses marges. Voilà. Donc, au niveau de la concentration dans la lecture, ça s'est bien passé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Parfum, il s'agit de l'histoire de Grenouille, qui est un jeune homme qui est né avec un don olfactif. C'est-à-dire qu'il a la capacité en fait de reconnaître n'importe quelle odeur et surtout de piocher dans sa mémoire pour se rappeler précisément une odeur précise. Enfin, une odeur précise, oui, précisément, donc une odeur précise. Il enregistre toutes les odeurs qu'il va croiser dans sa vie, donc depuis sa plus tendre enfance. Donc ça peut être l'odeur des gens, ça peut être l'odeur de la pollution, ça peut être l'odeur du sol, l'odeur du bois, des minéraux, d'une personne en particulier, de la transpiration, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Et très rapidement, en fait, donc au début, on a un petit peu l'histoire de son enfance. Hein. C'est un petit peu moins précis dans ma tête car ça remonte à l'année dernière quand je l'avais lu. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout le milieu du livre et la fin du livre, car en fait, son don va l'amener à côtoyer des nés, donc des parfumeurs assez renommés à l'époque dans Paris, je crois. Il me semble que c'était dans les alentours de Paris. Je suis en train de phaser, oui, voilà, 16, 17, 18e siècle, donc c'est ça. L'histoire, elle se passe au 18e, comme je suis en train de vous l'expliquer. Que vous dire de plus? Il va être pris un petit peu sous l'aile d'un parfumeur plus particulièrement qui va essayer de lui apprendre un petit peu le métier sans trop lui en dire au départ car voilà, il veut garder sa réputation. Mais très très vite il se rend compte que Grenouille, il s'appelle Jean-Baptiste, hein, il a un certain don et il va lui demander de l'assister dans la préparation de ses parfums les plus connus. Et une fois qu'il aura fait ça, il va pouvoir un petit peu expérimenter, voir un petit peu les processus pour la création d'un parfum. Alors c'est une partie que j'ai trouvée très intéressante de connaître les différentes techniques d'extraction pour l'essence des fleurs en particulier. Ça m'a bien plu et à la suite d'un événement particulier qui va se produire au début du livre, enfin, presque au milieu du livre, il va se rendre compte qu'il y a tout un monde qui va s'ouvrir à lui et il va essayer un petit peu de rechercher quelque chose en particulier, donc je ne peux pas vous dire quoi pour pas vous spoiler un petit peu ce qui va se passer. Et peu à peu il va s'enfermer dans une sorte de mutisme, il va devenir un peu encore plus sauvage que ce qu'il n'était déjà de base, jusqu'à ne plus du tout côtoyer les hommes car il est à la recherche d'une odeur particulière et il ne peut pas le faire là où il se trouve, donc il va partir pour une sorte de comme un petit pèlerinage en fait. Enfin, au final il voulait juste aller je crois que c'était au sommet d'une certaine montagne et il va se retrouver seul. Il va littéralement se couper du monde dans un endroit bien précis que vous découvrirez en le lisant. Tout ça pour arriver plusieurs mois, même années après, à une autre route qui va lui mener à sa quête ultime, à savoir
la recherche encore d'une odeur bien précise et tout ce passage un petit peu philosophique était assez intéressant aussi car il va faire vraiment le bilan sur ce qu'il a vécu, même si il reste quand même très dans une démarche assez personnelle, peut-être un petit peu égoïste aussi, si on peut dire ça comme ça. Il va ensuite se passer plusieurs événements que vous découvrirez si vous ne l'avez pas encore lu, et ceux qui l'ont lu savent de quoi je veux parler, qui étaient un peu... j'avais à peu près compris quand même que ça allait se passer comme ça. Mais vraiment, la fin de l'histoire, elle m'a laissé un peu sur le cul. Parce que je ne pensais pas que ça allait se terminer de telle façon. Encore une fois, si vous l'avez lu, vous comprenez de quoi je veux parler, d'une certaine scène en particulier vers la fin du livre qui est un petit peu bizarre. Enfin, je ne vais pas dire choquante parce qu'on en a vu d'autres, mais ouais, voilà, je m'attendais pas trop à ça. Mais l'histoire, elle m'a quand même beaucoup plu. Même le dénouement qui était, encore une fois, particulier. Mais justement, c'était pas ou tout blanc ou tout noir, c'était un peu entre les deux. Donc moi, ça m'a bien plu. L'écriture, elle est assez simple. Alors même s'il y a des tournures on sent que c'est un peu ancien. Ce roman, il n'a pas été écrit il y a trop longtemps non plus, hein, parce que Patrick Süskind, il est né en 1949. Donc c'est un mélange entre de la modernité, je mets ça entre guillemets, et des tournures de phrases un peu anciennes qui se prêtent à l'époque du récit, je crois. J'ai beaucoup aimé. Après, comme je vous dis, ce que je vais plus retenir, donc c'est vraiment la fin qui va me marquer, je vais m'en rappeler encore pendant longtemps. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, c'est le procédé d'extraction pour les odeurs, enfin pour tout ce qui est relatif au monde olfactif. Ça m'a vachement plu. Après, il y a eu des passages, j'ai trouvé un petit peu quelques longueurs, hein, notamment la partie où il est vraiment coupé du monde et face à lui-même. C'était intéressant parce qu'il y avait toute une réflexion sur le but de sa vie, encore une fois, la quête du bonheur, la quête principale de sa vie. Mais après, voilà, c'est pas ce que j'ai préféré dans le livre. Je vais passer tout de suite à ma seconde lecture pour essayer de ne pas trop m'éterniser. J'ai ensuite lu un livre que j'avais que j'avais acheté suite à une opération du livre de poche, ça devait être l'année dernière, je crois, ou je sais plus. En fait, c'était le livre offert à choisir parmi la sélection qui était présentée en magasin. Et j'ai lu le résumé, donc parce que moi, c'est principalement comme ça que je choisis mes livres. Et il s'agit de Paranoia de Mélissa Belvigne. Je vous mets la couverture ici. Donc c'est les éditions de livres de poche, les éditions assez fluffy comme vous le savez. J'ai notamment Everything Everything, j'ai Miss Peregrine et les enfants particuliers. Enfin, c'est des éditions que j'aime bien, comme je vous l'ai déjà dit. Je trouve que le format il est très bien pour bien tenir en main. Et j'aime bien la façon dont c'est aéré à l'intérieur. C'est pas trop serré, mais en même temps c'est pas non plus, il n'y a pas plus de pages que ce qu'il devrait y avoir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Paranoia, donc c'est l'histoire de deux jeunes femmes en particulier qui vont voir leur vie se croiser à un moment donné. On a d'un côté une psychologue, un psychiatre qui s'appelle Lisa, qui est spécialisée dans les cas assez complexes. Et de l'autre, on a Judy, une jeune femme de 20 ans, je pense que c'est, ouais, je crois que c'est ça, qui est enfermée et qui va se retrouver à devoir expliquer à Lisa ce qui lui est arrivé, car depuis de nombreuses semaines, elle ne dit pas un mot. Et cette jeune femme est enceinte. Alors on va essayer de remonter, enfin on va remonter en fait dans son histoire à elle, via des interrogatoires qu'elle va un peu subir entre guillemets avec la psychiatre, pardon. Dès le départ, Judy, qu'on nous a présentée un petit peu comme folle, un peu, je crois, comme parano en fait,
Elle va être assez lucide quand même par rapport à sa condition, étant donné qu'elle est enceinte. Mais ce qui frappe Lisa, c'est que la jeune femme ne veut pas de l'enfant qu'elle porte, alors qu'elle-même n'arrive pas à avoir d'enfant avec son compagnon. Donc on va suivre un petit peu leurs deux existences, puisqu'on change quasiment de point de vue à chaque chapitre. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît assez. Le fait que voilà, on passe d'un personnage à l'autre, ça permet de pas que le récit ne soit pas trop monotone. Bien que j'ai trouvé la vie de Lisa moins passionnante que celle de Judy. Car voilà, Judy, en fait, elle affirme qu'elle a la possibilité de voir un... Enfin, en gros, c'est comme si elle avait un ami imaginaire. Elle converse tout le temps avec un homme dont elle sait tout, puisque elle le voit depuis son enfance, en fait. Et Lisa, malgré tout ce qu'on aurait pu penser du départ, elle va la croire et elle va faire en sorte de démêler le vrai du faux pour savoir comment elle est tombée enceinte, parce que la jeune femme ne sait pas, elle se doute plus ou moins, mais voilà. Et ça nous mène dans une quête très intéressante, vu qu'on va remonter à plusieurs moments en arrière pour voir depuis quand cette jeune femme voit son ami imaginaire. Il s'appelle Alvin ou Alwin, je sais pas comment vous le prononcez. Ça m'a beaucoup plu, j'ai vu qu'il y avait une suite que je vais me procurer, car je ne m'attendais pas spécialement à la fin, même si quelques détails, oui, on a pu se douter de comment ça allait un peu se terminer. Je ne sais pas, je pense qu'on va plus se pencher justement sur le personnage d'Alvin, donc qui est l'ami imaginaire de Judy, pardon. Et ça me tente énormément. Alors, de base, comme ça payait pas vraiment de mine. Enfin, le résumé, j'étais intéressée, mais je pensais pas que ça allait autant me plaire. Je regrette même que ce soit pas encore un petit peu plus poussé, surtout au niveau de la psychologie des personnages. J'aurais aimé en apprendre beaucoup plus sur Lisa notamment, car sa vie avec son mari, elle est vite, voilà, elle est vite exposée. On sait juste qu'ils ont des problèmes de couple, mais sans vraiment approfondir. Donc je verrai dans le prochain tome si on en parle ou pas du tout, car voilà, la façon dont ça se termine dans celui-ci, je sais pas trop si on aura vraiment des nouvelles de la psychiatre à voir. Je passe à ma troisième lecture du mois qui vient directement de la bibliothèque de grand-mère. Et il s'agit de Marc Lévy avec Le Premier Jour, donc aux éditions Robert Laffont, grand format, qui dormait dans ma bibliothèque depuis un petit moment. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. On va suivre encore une fois donc deux personnages. Encore une fois, on va changer de point de vue quasiment à chaque chapitre. Mais là, on va changer de point de vue. On va avoir aussi on va suivre aussi des personnes qui ne sont pas les deux personnages principaux, pardon. On a d'un côté un astrophysicien, il me semble, et une archéologue. Alors j'ai les prénoms. Elle s'appelle Keira et lui s'appelle Adrian. Adrian, je crois que c'est ça. On les suit indépendamment l'un de l'autre hein, au départ. Et par la suite, ils vont être amenés à se rencontrer, à se croiser, puis à se faire connaissance. Vous verrez un petit peu plus dans le livre comment c'est expliqué. Tous les deux sont à la recherche des origines en fait. C'est-à-dire que l'archéologue, la jeune archéologue, elle fait tout pour retrouver les ossements, ou du moins elle creuse dans la terre, hein, parce qu'elle est archéologue, elle aimerait dater la naissance de l'humanité avant ce qu'on en savait à l'époque. Et lui, il veut connaître tout simplement l'origine du monde. Enfin, je dis tout simplement, bien sûr, c'est un grand mot, hein, c'est voilà. Au départ, on voit pas trop comment leurs chemins peuvent se croiser, car ils ont des domaines quand même assez éloignés. Enfin, moi, je trouve personnellement que c'était assez éloigné. Après, tout va se chambouler, tout va être chamboulé à la suite d'un événement en particulier. Que dire de plus sans trop vous en dire?
pour ceux qui l'ont lu et qui veulent vraiment avoir mon avis détaillé, n'hésitez pas à aller sur mon avis que j'ai mis sur Babelio. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Où là j'ai fait une bannière spoil pour ceux qui veulent vraiment avoir tous les points un petit peu plus décortiqués. Que vous dire, j'ai trouvé certains passages un petit peu, pas compliqués à comprendre, mais un petit peu, pour moi, à mon sens, à moi, ça m'a moins intéressé. C'était tous les explications un petit peu astrophysiques et tout. Autant le côté archéologique, ça m'a bien plu. Autant le côté astrophysique, parce qu'on explique plein de choses. Ouais, ça m'a un peu, je vais pas dire les grands mots, saoulé, oui, ça m'a beaucoup moins plu. Et j'attendais de voir ce qui allait se passer avec une très grande hâte. Ensuite, il va se passer encore d'autres événements vers la fin du livre. Et la fin, what the fuck quoi. Enfin, je m'attendais plus ou moins à ce qui s'est produit, sans que ce soit vraiment dans ces détails-là particulièrement. Mais il y a une suite à ce roman, donc vous avez ici le premier jour et j'ai la première nuit, hein, donc évidemment la suite du roman. Je ne sais pas si je vais me le faire ce mois-ci ou pas, mais je suis très tentée de voir ce qui va arriver à nos deux personnages principaux. Je vais m'arrêter là pour pas trop en dire plus. Le but de leur rencontre, en fait, c'est de déterminer... Kera, en fait, elle a une pierre qui lui a été offerte par quelqu'un. Et ils vont découvrir que cette pierre a des propriétés très spécifiques et très spéciales. Ce qui va les mener à une quête avec Adrian. Donc vous en saurez plus. Hein. Voilà, ils vont vivre un tas de choses. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Alors, en revanche, j'ai vu des avis sur Livre Addict. Sur Livre Addict et même sur Babelio, des gens qui... On peut ne pas aimer Marc Lévy. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos concernant ces auteurs un petit peu polémiques. Marc Lévy, Guillaume Musso, Anna Gavalda, enfin voilà, tous ces auteurs un peu récents, qui n'ont pas, entre guillemets, attention, qui n'ont pas de style selon les critiques et les haters. Moi je pense qu'il faut arrêter à un moment donné. Donc c'est sûr que Guillaume Musso, Marc Lévy, c'est pas du Balzac, c'est pas du Zola, mais en même temps c'est pas ce qu'on leur demande. Je pense que si on n'a pas besoin d'un nouveau Zola ou d'un nouveau Balzac ou Maupassant, peu importe. Tout ce qui compte, c'est que les gens apprécient les histoires. Alors il y a un certain public qui a trouvé ces auteurs. Je pense qu'il faut arrêter de cracher sur eux. On a le droit de ne pas apprécier, mais je pense qu'on peut rester courtois sans dire que les auteurs écrivent de la merde ou que c'est... Enfin voilà, encore une fois, si vous allez faire un tour sur Livre Addict et sur Babelio, vous verrez que certaines critiques sont très... voilà, c'est costaud quoi. Même si vous allez voir les avis qui sont mis sur les blogs, il y en a, je trouve qu'ils abusent un petit peu. Je pense qu'il faut quand même respecter le travail de ceux qui écrivent. Bref, je vais pas m'éterniser, j'essaierai d'en parler peut-être un peu plus longuement dans un point vidéo en faisant un sujet pour regrouper tout ça. Mais bref, je passe à ma dernière lecture de cette update. Il s'agit d'un Agatha Christie avec Le Crime de l'Orient Express que je n'avais jamais lu, hein, évidemment. Je crois que c'est mon troisième ou quatrième Agatha Christie. J'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, c'est mon préféré. Vraiment, tous les petits détails qui sont donnés. Je m'attendais pas du tout à la fin. Comme d'habitude, on soupçonne un petit peu tout le monde pendant plusieurs parties du roman. On se dit non, c'est lui, non, c'est elle, non, c'est elle, non, c'est lui. J'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre encore une fois Hercule Poirot qui revient d'un voyage et qui va être dans le train, donc dans l'Orient Express, avec plusieurs personnes. Et la nuit suivante, il y a un meurtre qui va être commis au sein même du train. Et comme il est sur place, il est chargé par le chef des trains, je crois que c'est sa fonction, donc Monsieur Book, son nom m'a fait très souvent sourire dans le livre,
il va être chargé de mener l'enquête pour savoir qui est le coupable, car apparemment le coupable serait à bord du train. Je n'avais pas vu le film qui avait été adapté donc, de ce roman d'Agatha Christie. C'est chose faite maintenant, puisque bon, j'ai fini de lire ce livre il y a 2 jours. J'ai regardé le film juste après, je me le suis procuré et bah, voilà, j'ai largement préféré le roman. Hein. Il y a certains choix qui ont été faits dans le film qui m'ont moins plu que dans le roman. J'ai pas compris pourquoi on avait changé certaines choses chez l'un et chez l'autre. Il y a des personnages qui sont pas du tout présents et l'autre qui. Enfin voilà, si vous avez vu le film et que vous avez lu le roman, vous voulez voir, enfin vous voyez de quoi je parle. J'ai bien aimé, hein, on est vraiment dans un huis clos puisqu'on on va pas quitter le train. On va essayer de nous-mêmes mener l'enquête, on va essayer de savoir qui ment. C'était très instructif de voir comme les détails sont presque inaperçus dans le livre, alors que bon, c'est sûr que je compare par rapport au film, peut-être que parce que je venais juste de le lire, mais dans le film c'est fait de façon tellement flagrante, tous les petits détails et les petits indices qui nous mènent à la résolution de l'enquête sont beaucoup plus flagrants dans le film que dans le livre. Voilà, que dire de plus, j'ai vraiment adoré. On a de multiples personnages, ils sont 12 je crois, 12 ou 13. Ça m'a beaucoup plu. Comment dire, j'ai pas du tout, je me suis pas du tout ennuyée. Voilà, parce que j'ai trouvé ce roman quand même assez moderne par rapport à 2 autres titres qui me reviennent en mémoire comme ça, qui est 5h25 et le crime d'Halloween que j'avais déjà lu. J'ai trouvé beaucoup plus rythmé, je sais pas pourquoi, j'ai pas vu le temps passer, je l'ai lu d'une traite. Et ça m'a beaucoup plu. Donc ça m'encourage à continuer sur la découverte d'Agatha Christie. Donc Sabrina, si tu passes par là, dis-moi lequel je pourrais lire juste après. Dans le film, on me parle de Mort sur le Nil après, donc à voir, à savoir si... Je pense pas que je l'ai dans ma palle, mais je crois que j'en ai encore 2 ou 3 en réserve. Dis-moi lequel je pourrais lire juste après celui-ci. Je vais m'arrêter là pour cet update. J'espère, normalement, je croise les doigts pour que demain je puisse filmer ma vidéo spéciale avec mon invité particulière. Demain soir, enfin en fin de journée. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, profitez bien de votre famille, lisez quand vous le pouvez, détendez-vous, faites-vous plaisir, travaillez quand même un petit peu parce que faut pas déconner. Hein. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.